Bonjour à tous et bienvenue sur MX2K. On est ici au workshop de VRT avec Pela qui va nous faire la visite justement de comment ça se passe. Pela qui est un ancien pilote de Grand Prix motocross et champion d'enduro. Désormais, tu t'occupes de la partie VRT, tu es team manager. Comment ça se passe désormais ce rôle? Carrière en motocross et en enduro pour finir en rallye raid. Voilà, j'ai arrêté en 2017 après un gros crash en rallye. J'ai rebondi en rallye raid en tant que team manager chez Husqvarna et puis l'année dernière, en 2021, du coup en discutant avec Mickaël sur une course, dans l'idée de revenir un peu en motocross, donc voilà ma première passion, et du coup on a trouvé un accord pour travailler ensemble. Donc voilà, ça va être donc on attaque la deuxième année cette saison 2023. L'année dernière on a fait une belle saison et on voulait avec KTM on a pas mal discuté pour refaire quelque chose plus pour les jeunes avant d'aller en mondial MX2. On leur a présenté un projet qui leur a plu et c'est pour ça que cette année on est le Team Factory Junior. D'accord, donc là ce team c'est l'antichambre en fait des Team Factory. Faut faire ce passage pour après espérer avoir un guidon. KTM s'est dit, c'est vrai qu'on n'a pas de filiale comme peut y avoir chez d'autres marques et aujourd'hui on a des jeunes qui partent sur d'autres marques qui ont un gros potentiel et c'est dommage de partir chez la concurrence pour ensuite devoir aller les repêcher s'ils cartonnent dans les championnats 125 de demi. Aujourd'hui c'est le but, c'est s'il y a un jeune qui est dans le giron KTM et qui performe, qui a le potentiel nécessaire. Le but, c'est de le prendre chez nous et voilà, qui performe le plus possible. Et si KTM se dit il a le potentiel, on le prendra pour être dans le Team Factory en MX2. Tu as longtemps été dans le giron KTM, de par tes précédentes expériences. Est-ce que ça t'a aidé à avoir ce deal, cette place ici? Oui, c'est vrai que j'ai commencé avec KTM en 2010. Après, KTM, Usaberg, Husqvarna, c'est la même usine. Ça a joué parce que voilà, aujourd'hui, confier du matériel, des moteurs semi-factory et à des structures, il y en a eu beaucoup aussi dans le passé qui sont là, qui disparaissent. Enfin, le fait que je sois là, voilà, je pense rassurer KTM et aujourd'hui, c'est un des arguments aussi pourquoi on a ce deal. C'est avec Mickaël, mais il faut que je sois là, donc il y a besoin de tout le monde en fait pour que ça fonctionne. Super, bon là on voit qu'on est dans un endroit vraiment clean, très grand. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça marche pour accueillir des pilotes qui vont concourir en EMX et qui visent du coup les plus hautes places? On est vraiment donc l'atelier du team, là, le workshop, voilà, donc, qui est la base de l'entreprise à Mickaël. Donc lui, il est sur place tous les jours, donc ça lui permet d'avoir un œil sur l'atelier et tout ce qui se passe en permanence. Donc ici, on a les box des pilotes où les mécanos travaillent. Voilà, il y a assez de place, surtout avec deux pilotes. Là, c'est vraiment parfait. Là, on a un coin pour faire les moteurs. Ici, on a tout ce qui permet lavage des pièces dans le coin à gauche. Ok. Et là, dans les tiroirs, c'est quoi? C'est des pièces détachées? Donc là, c'est quasiment tout ce qui est outillage. Là, c'est vraiment tout l'outillage qui est là. Ici, on a un coin aussi si on a besoin pour les suspensions. Même si aujourd'hui, voilà, avec Whippy nous fait les suspensions. L'entretien régulier dont on a besoin. Là, c'est vraiment en cas d'urgence si on a besoin de faire quelque chose sur les suspensions. C'est des techniciens Whippy qui font directement les préparations et ici c'est entretien ou il y a un préparateur agréé pour chacun des pilotes? Non, en fait, comme maintenant on est KT, donc c'est Whippy. On a un technicien qui suit nos pilotes sur toutes les courses, les tests. L'entretien régulier des motos se fait aussi par ce technicien. Comme ça, c'est eux qui démontent tout le temps, qui vidangent, ils savent exactement chaque besoin de chaque pilote. Voilà, comme ça, on est tout le temps sûr qu'ils aient les mêmes motos, quoi. D'accord, ok. Et un mécano ici, qu'est-ce qu'il fait principalement? Il fait des vidanges, des embrayages, ou est-ce que ça va un peu plus loin? Est-ce que du fait d'avoir des pièces un peu plus factory, de par le team désormais, il peut toucher quand même? Alors on peut démonter les moteurs. L'entretien des moteurs, si on a besoin de le faire,
Donc là, les moteurs, c'est pas des moteurs factory, c'est des moteurs semi-factory. Donc les moteurs semi-factory, le mécanicien peut le faire s'il y a besoin. Donc ça, c'est le mécanicien. Et sinon, ils font tout l'entretien de la moto, voilà, démonter, graisser, ouais, l'entretien tout basique. l'entretien basique, mais bon, qui prend du temps. Et puis c'est tout le temps en fait. Et hors blessure, tu sais combien ça représente à peu près le nombre d'heures fait par un pilote? Là cet hiver, ils avaient 2 motos d'entraînement, elles ont pris 50 heures, ça fait déjà 100 heures, à peu près 30 heures chaque moto. Je pense qu'ils font 250 heures l'année. Ouais, c'est énorme. En loisir, nous, c'est 40, 50 heures. Voilà, c'est ça. Donc c'est à peu près ça, 250 heures de moto à l'année pour un pilote. Pour des jeunes comme ça, donc c'est vrai que c'est énormément, mais c'est comme un musicien en fait, ce que je dis toujours, faut répéter ses gammes en permanence parce que c'est tellement important d'avoir ces automatismes, surtout que eux, ils ont 16 ans, donc c'est des jeunes, voilà, ils ont besoin de se construire, de prendre de l'expérience et ils ont besoin de faire des heures, il n'y a pas le choix. D'accord, et justement le nombre d'heures qu'ils font à l'entraînement, est-ce que c'est les mêmes motos à l'entraînement qu'en course ou est-ce que du moins c'est très proche? Non, c'est les mêmes motos, on a des motos pour l'entraînement, des motos pour la course, par contre elles sont identiques, on a les mêmes moteurs, les mêmes suspensions, pour justement qu'ils aient toujours les mêmes automatismes. D'accord. Donc tout est... Essence, en fait, s'ils sautent d'une moto à l'autre, c'est les mêmes. D'accord, ouais. Ok. Et donc là, concrètement, c'est quoi ton rôle auprès des pilotes? Tu es plus sur le terrain, tu fais de l'administratif, tu gères les entraînements, comment ça se passe? Donc le propriétaire du team VRT, donc c'est Mickaël. Donc lui s'occupe de tout ce qui est budget. Voilà, il est là à l'atelier tous les jours, un peu faire le point avec Dylan, qui est le chef mécanicien un peu des pièces, commandes de pièces, tout ça c'est leur partie. Moi, j'en parle avec Mickaël dans l'organisation, entre les entraînements, les courses, où on va, où on s'entraîne, pour mettre au point le planning de l'année. Faire tout ce qui est relation avec KT, plus ce qui est vraiment technique chez les partenaires. Donc ça, c'est plus moi qui m'en occupe. Je m'occupe de l'entraînement donc physique moto de Marc-Antoine. Ferruccio, donc lui qui est toujours scolarisé en Italie, donc qui est pas mal en Italie. Pendant les vacances scolaires, les tests, quand Ferruccio vient ici, du coup là je m'en occupe. Ok, et donc toi tu es normand, tu redescends du coup beaucoup de fois ici ou pas? Comment ça se passe? Ça dépend des périodes en fait, il y a des périodes plus, après c'est vrai que s'il y a besoin je viens, sinon c'est vrai qu'on fait quand même pas mal téléphone, visio. Donc le programme d'entraînement, voilà, je lui fais et puis je lui envoie. Ces séances, il doit avoir sa montre, comme ça je peux être sûr qu'il les fait. Cette Garmin, Strava, tout ça, t'es sûr? Voilà. Ça, c'est pratique. Comme ça, je vois s'il l'a fait ou pas. Ouais, c'est plus dur de tricher qu'avant. Sauf si tu mets la montre sur un copain. Ouais. Ou le chien, mais bon, ça se voit, les pulses ne correspondent pas. Bon, et du coup, justement, comment ça s'organise la semaine? Est-ce que tu peux nous faire un tour, justement, par où les motos passent, quel est l'ordre après l'entraînement, quand ça revient, etc. Ok, on commence par dehors. Donc là, le gros, voilà, le Lasmi est en Italie parce qu'on n'est pas remonté de la Sardaigne, on a laissé le chauffeur pour Arco. Et en fait, quand les mécanos reviennent de l'entraînement aux courses, on lave ici. Donc là, on a la piste de lavage qui est là. La piste, là, je ne sais pas si on se rend compte, mais elle est énorme. C'est pour laver le camion, les sprinters, tout ça. Tout est lavé ici? Voilà, tout est lavé là, les bâches, le sol. Une fois qu'ils ont lavé, soufflé, Dylan s'occupe, sait ce qu'il faut changer ou pas sur les motos, à la liste. Il prépare, Dylan va préparer toutes les pièces qu'il faut changer sur la moto. Comme ça, il prépare tout pour le mécanicien. Et le mécanicien sait tout ce qu'il a à faire sur sa moto. Donc là, on a tout le stock un peu de pièces avec là-haut. Ouais, donc l'idée, voilà, c'est vraiment de se rendre compte du volume que ça représente, parce qu'on en parlait de 250 heures par pilote, fois 2 pilotes, donc ça fait 500 heures. Donc rendez-vous compte, nous on fait en général 50 heures par moto. Donc imaginez une consommation de consommables en fait, pendant 10 ans de loisirs réunis en fait en un seul et même bâtiment. C'est vrai que rien que lui, le moteur, on vidange la moto toutes les 2 heures, on va dire. À 500 heures, vous faites le calcul du nombre d'huile. Du nombre de litres d'huile déjà en huile moteur, on voit un peu les quantités que ça représente. Et en pneus, parce que on sait que nous, en amateur, on est plus tolérant sur les pneus. On peut les pousser un peu plus loin. Combien ça représente à l'année en nombre de pneus pour un pilote, tu sais ou pas? On est entre 200 et 250 pièces, mousse et pneus. Voilà, on a la chance d'avoir des partenaires, Michelin pour les pneus, Motorex pour l'huile, qui
voilà, ça nous permet d'avoir les quantités nécessaires et déjà de pas dépenser de budget à acheter tout ce matériel, quoi. Tout ce qu'on n'achète pas, ça nous permet de l'investir dans autre chose. Bah, oui, ouais. Pour la logistique ou quoi. Donc là, c'était la partie technique, mécanique en bas. Comment ça se passe pour les pilotes? J'imagine que c'est en haut. Là, en haut, c'est vraiment les mécaniciens. Donc là, je vais vous montrer en haut comment c'est. Donc on a un petit peu de matériel, ce qu'il y a à faire du team, un peu de matériel pour les pilotes, tenues, lunettes. D'accord. Donc c'est là, en fait, ils font leur sac. C'est eux qui font leur sac non, ou pas? en fait, c'est s'ils ont besoin de matériel, ils nous disent mes bottes sont mortes, machin, et puis du coup on peut leur passer une paire de bottes. Ok. Il y a un quota à respecter ou pas entre on a des quantités par pilote. Et puis ça fait la saison. Donc là, on a une des chambres, un autre qui est là, le mécanicien à Ferruccio. D'accord. Qui est resté en Italie, du coup, chez Ferruccio. Et puis, du coup, ils ont une pièce de vie et puis un coin cuisine au bout. D'accord, ok. Donc là, tout le monde est autonome. Il y a même le linge à sécher. Enfin, c'est vraiment un lieu de vie, en fait. Alors, j'espère que cette petite visite vous a plu. On a essayé de vous montrer le maximum de ce qui est possible, justement, de ce team VRT. Donc là, on va passer en interview, celle qui arrivera dans le magazine Motocross 10, que vous pourrez avoir, du coup, dès cet été. Ce sera l'interview, justement, de Michael Vrignon et de Paul Aronnet sur justement l'organisation du team, où on va vraiment rentrer dans les détails. Donc on se retrouve sur la piste. Pour quelques tours, pour quelques hectomètres ici sur le circuit de la Rockies, avec la moto de Marc-Antoine Rossi. Je vous laisse améliorer, apprécier le son. En tout cas, moi j'apprécie quand même ces quelques minutes de roulage avec, parce que c'est une moto qui est bien sûr raide, parce que c'est une moto de professionnel. Par contre, quelle force, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment elle pardonne, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les motos de stock, évidemment. Là, en fait, les motos de stock, évidemment, on peut faire un peu ce qu'on veut avec, mais celle-ci, en fait, on sent qu'on peut forcer, se mettre dans le rouge, avant vraiment de l'être. Et pourtant, on n'est pas 100% dépaysé. Donc c'est une moto de bon, effectivement, hein. Mais même au niveau amateur, on se sent quand même vachement bien dessus. On a l'impression d'être un tueur. Et surtout, les mi-régimes sont ravageurs. Alors, regardez là sur l'angle, vitesse en plus. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, moi j'y suis déjà allé plusieurs fois sur le circuit. Et je peux me permettre de faire des choses que justement je ne faisais pas forcément auparavant. Voilà. Et la boîte, qu'est-ce qu'elle est souple. Donc le shifter, le quick shifter, il est synthé en fait. Mais la moto, elle passe correctement. Les vitesses, je vais vous faire un démo avec la moto en charge. Voilà, la 3, la 4. Et allez, on pouvait
pas partir du workshop VRT sans essayer cette fameuse moto, donc celle que pilote Marc-Antoine Rossi. Et donc j'ai Dylan, le chef de ce très bel atelier, bravo, et Richard du coup qui est venu me rejoindre pour justement essayer cette fameuse moto. Cette moto, vous l'avez vu dans les plans, elle est loin de l'origine, mais pas tant que ça. Dylan, comment ça se passe? Comment tu fais pour justement développer une moto qui va concourir en Europe 250? Alors tout simplement, on part de la moto d'origine. On a roulé un peu avec la moto d'origine en début de saison sans rien modifier. Après, on a apporté des modifications au fur et à mesure. On a travaillé beaucoup avec KTM aussi, qui nous a fourni donc les moteurs. On n'a pas travaillé sur les moteurs, ils nous ont fourni directement un moteur qu'on appelle semi-factory, qui vient en direct de l'usine. Pour les suspensions, Whippy nous a facilité le travail. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est seating, entretien et suivi des suspensions. Nous, on a beaucoup travaillé, on va dire, sur le châssis de la moto. Avec tous les partenaires qu'on a, on modifie quand même pas mal de pièces. Sur la moto, sur la partie avant de la moto, on voit bien qu'on retrouve donc des roues Whippy avec des cercles Excel. On utilise des pneus Michelin avec des bibes Michelin aussi qui sont factory, des pneus complètement différents de l'origine. Ils travaillent beaucoup sur les gommes pour vraiment l'adhérence des pilotes, vraiment sur l'angle. Au niveau de la direction, on travaille avec X-Trig, des TX-Trig avec un offset réglable. Donc 20-22. Pour le poste de pilotage, on continue avec le guidon domino. Donc le guidon domino, ce qui est important à savoir, c'est que le même galbe qu'à l'origine. C'est exactement la même chose qu'à l'origine. Les poignées sont différentes des Audi d'origine. Les dominos sont vraiment un peu plus fines et ont un comportement complètement différent, comme vous l'avez pu le voir lors de l'essai. Donc au même titre où on laisse un peu de garde sur la poignée de gaz, et en fait il y a le même système à gauche où effectivement il y a un petit jeu. Donc bon, ça paraît perturbant un peu, mais n'empêche c'est vachement agréable et je pense que pour les ampoules aux mains c'est vraiment bénéfique. Je pense que ça aide, oui, effectivement. Les pilotes s'en plaignent pas du tout. Ils aiment vraiment les poignées. Il n'y a pas de souci. Donc du système de refroidissement, on modifie la quantité tout simplement grâce aux durites Samco qui sont un diamètre intérieur un peu plus gros qu'à l'origine et des durites en silicone. Donc on rajoute, on va dire, à peu près 120 ml de liquide de refroidissement en supplément par rapport à l'origine. Et on utilise aussi le bouchon de radia, c'est un 1.8 d'origine et on passe sur 2 points et c'est quand même mieux pour la chauffe. On évite vraiment la perte de liquide quand la moto chauffe vraiment. On voit aussi sur la moto qu'on place une durite de trop-plein qui va vraiment jusque sous la moto, qui passe dans le sabot pour vraiment évacuer le liquide de refroidissement sur le sol et pas risquer qu'elle tombe sur l'échappement pour pas qu'il y ait de la fumée et qu'on voit beaucoup de fumée quand le pilote roule et ça évite de l'arrêter pour rien. Parce qu'on peut tout de suite croire à une fuite de radiateur, risquer une casse moteur. Donc déjà on évite un gros problème avec ça en modifiant la durite du radiateur. D'accord, en fait ouais, ce qui est impressionnant de voir, donc on va parler du moteur plus tard, mais n'empêche que sur cette moto, mis à part le moteur semi-factory, on voit qu'il y a énormément de pièces qu'on peut avoir dans le catalogue Power Parts, ou alors des pièces chez Beer, par exemple avec le filtre à air Twin Air Powerflow, pareil donc les roues, les protections, etc. Tout ça, c'est vraiment des produits que monsieur tout le monde peut avoir, moyennant finance évidemment. Ouais, ce qui est aussi impressionnant de voir, c'est que en fait, une moto comme ça, elle est freinée uniquement avec des plaquettes plus du catalogue Galfer que tu peux avoir et des disques de frein. Les maîtres cylindres sont d'origine, les durites sont d'origine Avia, comme Exactement. ça. Et pas de patte de déport Aucune. À l'avant quoi. On reste sur le diamètre de disque de frein d'origine. Comme on disait, donc on utilise vraiment le haut de gamme de chez Galfer, que ce soit en plaquette ou en disque. Mais le système de chez KT Brembo est vraiment très très correct et on n'a pas de souci de freinage. Donc on reste vraiment sur de l'origine. On l'entretient très régulièrement pour éviter les problèmes. On purge les freins presque systématiquement après chaque roulage. On n'a pas de soucis niveau diamètre de frein, piston. On n'a vraiment aucun problème. On suit l'entretien régulièrement et ça va très bien. D'accord, il y a aussi quelque chose qui est, je pense que ça a dû te paraître différent de ce qu'on a l'habitude de voir Richard, c'est le poste de pilotage.
comparé à l'origine, il y a quand même quelques boutons en moins. Il y a quelques boutons en moins et il y a aussi un bouton en plus au niveau du cadre. Explique-nous un peu. Alors donc déjà on enlève nous le boîtier, le bouton de courbe, donc on supprime les maps, on supprime le quick shifter et le launch control. Donc nous c'est KT qui développe ça en interne avec le boîtier CDI. Donc on supprime ça et on a remis en place nous en interne à l'atelier les boutons de démarreur comme l'année passée, avec un bouton de démarrage, un bouton d'arrêt moteur, tout simplement pour éviter aux pilotes de se tromper quand ils chutent ou qu'ils sont dans un mouvement de panique. Et ben, ils savent qu'à droite c'est le démarreur et qu'à gauche c'est l'arrêt moteur. Donc ça évite le problème de se tromper sur le bouton. Je ne sais pas si vous avez vu à l'origine, vraiment difficile de se rendre compte en course de démarrer la moto. En fait, c'est pour leur simplifier la tâche, tout simplement. C'est pour qu'ils n'aient pas à réfléchir. Voilà, ils tombent, hop, ils retrouvent tout de suite leur habitude. C'est beaucoup plus rapide. C'est surtout ça, le plus important c'est que ça soit plus rapide pour eux et plus facile pour eux. Et on met le deuxième bouton de démarreur donc sur le cadre, sur le côté, c'est tout simplement en cas de chute, pas forcément une grosse chute, les boutons c'est du plastique, donc ça peut tout simplement casser facilement et les fils ils sont sous les mètres-cylindres de frein accrochés au guidon, donc c'est pareil, ça peut se couper très facilement. Donc là il a le deuxième bouton sous le réservoir, il y a très peu de risques qui viennent casser ici, donc ça peut permettre de sauver une manche, sauver des points, donc c'est vraiment important. Et c'est déjà arrivé? Parce que ça arrive quand même très rarement. Personnellement, nous, ça nous est jamais arrivé, mais on a déjà vu sur les Grands Prix que ça arrive, et pour éviter que ça nous arrive, on le fait en avance et au moins on est sûr qu'on n'aura pas de soucis. D'accord, et moi s'il y a une petite chose aussi que j'aime beaucoup sur cette moto, alors c'est vraiment un détail, hein, mais c'est voilà, cette petite touche factory on va dire, c'est un ensemble de petites protections carbone un petit peu partout. C'est à la fois utile et racé on va dire, c'est factory. Exactement, c'est ça. Alors oui, ce qu'il faut savoir aussi c'est que des pièces qui viennent du Power Parts de chez KTM, mais les pièces qu'on met, c'est vraiment des pièces aussi qui ont de l'importance pour nous. La protection pour le fil du stator, c'est vraiment important quand le fil il chauffe, il se détend, on ne veut pas risquer que les pilotes s'accrochent dedans. La protection de récepteurs d'embrayage, c'est quand même important parce que les cailloux ou le risque de casse de chaîne, pour éviter une casse d'un carter moteur, c'est quand même important. Après, le couvercle d'embrayage, c'est pareil, c'est quelque chose que vous retrouvez au catalogue Power Parts, c'est juste un couvercle Winson, il n'y a pas de pièce, c'est pas une pièce factory. Donc Dylan, tu avais parlé brièvement du moteur, donc je sais qu'on ne peut pas tout dévoiler, hein, parce que ça vous avez bien compris que c'est le KTM Junior Team, c'est le team en fait qui est juste avant d'intégrer les Team Factory. Et donc ceux qui auront la chance d'être en couverture du nouveau magazine MX2K, voilà, un jour dans leur vie. Mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a comme différence entre un moteur de série, un moteur semi-usine et un moteur usine? Oui, effectivement, c'est difficile d'en parler. Ça reste vraiment des secrets de l'usine, hein. Même nous, on a du mal à le savoir. Ce que je sais, c'est que donc il y a déjà des niveaux donc d'origine. Après, on passe sur donc le semi-factory, le moteur lequel on a. Ils font un travail au moteur principalement. Sur le moteur factory, c'est vraiment difficile de savoir parce que sincèrement, moi, je ne sais pas. Le travail qu'ils font eux sur le moteur vraiment factory, c'est vraiment difficile. Ce que je peux savoir sur notre moteur, c'est qu'on part sur une base bas moteur complètement d'origine. On continue à garder les embrayages d'origine, on n'utilise que la pièce origine. En haut moteur, travail sur la culasse, ça va pas plus loin. D'accord, donc en fait oui, la base, les carters, c'est ce qu'on retrouve dans le commerce. Ça c'est impressionnant. Quand on dit retravail, c'est des pièces d'origine retravaillées ou c'est des références annexes? C'est surtout de l'enlèvement de matière. Ils agrandissent, ils ajourent, ils remettent en ligne, surtout. C'est vraiment le plus gros du travail. Certainement au niveau des soupapes aussi, tout c'est différent, les jeux sont différents. Des petites choses, c'est pas un gros travail effectué sur le moteur, mais ça fait quand même effet et on garde surtout de la fiabilité. En parlant de fiabilité, l'entretien, qu'est-ce que vous faites en récurrence, qu'est-ce que vous faites en préventif, voilà. Est-ce que vous avez des choses justement que vous faites plus que d'autres par rapport à nous, ce qu'on fait en loisir? Les gros entretiens moteurs, donc on va dire piston, roulement de vilebrequin, distribution tendeur, on remplace tous les 30 heures. Tous les 30 heures, on ouvre le moteur. Chaque sortie, on fait une vidange filtre-huile. On contrôle l'embrayage. Toutes les 5 heures, on contrôle les vis du stator pour voir si ça se dessert pas. Et le pignon de queue de vilebrequin. On remet de la loctite souvent. En fait, on enlève la vis, on nettoie la loctite, on remet de la loctite neuve et on resserre au couple d'origine. Ouais, c'est là où on voit vraiment la différence entre les deux niveaux, parce qu'en général, en ligne, on fait ça une fois que c'est cassé, avant de remonter pour que ça fasse une soixantaine d'heures. Nous, c'est surtout pour éviter que ça casse.
tout simplement. Dernière chose, bon là c'était pour la partie moteur. Et quand on est un team semi-factory comme ça, est-ce que tout à l'heure je t'ai entendu parler rôder les housses de selle, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui pour nous est impensable. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça, des petits tips à faire justement sur ces motos pour qu'elles soient nickel le jour J et puis même à l'entraînement? Et bah déjà oui, rôder les housses de selle en fait tout simplement. Pour la petite histoire, chez Guts, on commande les mousses de selle les plus dures pour qu'elles durent plus longtemps. Et donc on les rôde parce que les pilotes se plaignent qu'elles sont un peu trop dures. Donc on les passe à l'entraînement et le jour des courses, on remet les mousses de selle qui ont roulé, on va dire 5 heures. Et comme ça, c'est un peu plus confortable pour eux. Après, en petite anecdote, on peut mettre, vous voyez bien, au niveau des câbles d'embrayage, on écarte un peu les câbles pour vraiment gagner en durabilité. Et c'est beaucoup plus simple. Le gaz aller-retour est beaucoup plus facile pour les pilotes. Voilà le retour des pilotes. Après, bon, bah, c'est vraiment compteur d'heures aussi au niveau moteur qui est vraiment intéressant. Ça permet vraiment d'être sûr que le compteur au niveau du châssis dit des bonnes choses. Et aussi, ça nous sert pour nous quand on fait la maintenance. Il peut arriver que la moto roule avec un autre moteur. Donc comme ça, je sais vraiment le châssis combien d'heures il a et combien le moteur il a. Et un pilote pro, il ponce un châssis. À partir de quand on juge que le châssis n'est plus apte? Combien d'heures en général? Et bah tout simplement tous les 10 heures. On met tout vraiment à nu. On remet le châssis à nu, on fait tous les graissages, on remplace les roulements qu'il y a besoin de remplacer. Le moteur, à 10 heures, on fait juste le contrôle du jeu soupape, on n'y touche pas. Et le châssis, tous les patins, les roues, le rayonnage de toutes les roues. Donc on met vraiment le cadre sur l'établi, le contrôle du faisceau, le contrôle du cadre. Et après, on remonte au fur et à mesure et en repartant sur une moto comme neuve au bout de 10 heures. On va parler aussi du coup un petit peu d'astuces au niveau des roues, tout simplement pour éviter des problèmes suite à des casses de rayon. On met des riselants, comme on peut le voir sur la roue arrière, pour éviter que s'il y a un rayon qui casse, ils se prennent soit dans la couronne, soit dans l'étrier de frein. Donc on les attache, comme ça s'ils cassent, on maintient le rayon, on évite le risque de bloquer la roue. Pour les pilotes, on freine un peu aussi le bouchon de vidange, un peu esthétique, c'est chouette, c'est joli à voir. Et puis on évite aussi que le bouchon s'ouvre en roulant. Bah ouais, donc on en a beaucoup parlé et bah, le mieux c'est quand même de rouler avec. Donc Richard, tu nous as rejoint pour essayer, toi qui as le feeling, le best feeling. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah déjà, on a l'impression évidemment d'être sur une moto neuve puisque bah, globalement on est sur une moto neuve. C'est pas une moto qui est très impressionnante, hein, mais après ça fait ça avec la plupart des motos de champions ou en tout cas de top pilotes qu'on essaye. C'est pas une moto qui va vous métamorphoser, vous, pilote normal, en pilote élite ou pilote de Grand Prix. Non, c'est une moto qui fait juste tout comme une KT d'origine, mais mieux. Alors je saurais pas dire combien de pourcents mieux. 20% mieux, 30% mieux, mais elle est plus forte en bas, elle est beaucoup plus forte au milieu et elle allonge vraiment beaucoup en ce qui concerne le moteur. Donc bah voilà, on a une moto, encore une fois, elle reprend les caractéristiques de la KT d'origine en faisant tout beaucoup mieux. Bah, on se sent rapidement très en confiance du coup au niveau moteur et également au niveau suspension puisque bah, cône valve à l'avant, trax à l'arrière, je dis pas de bêtises. Hein. Des réglages qui sont étonnamment souples pour un pilote de ce niveau-là. On a essayé des motos beaucoup plus dures, des motos qui étaient même un petit peu inconduisibles pour des gens normaux, hein, on va dire. Celle-là, non, c'est pas le cas. Bon, le terrain n'était pas très défoncé ici, donc on a eu cette chance-là. Voilà, la moto, elle s'inscrit très bien de l'avant dans les virages parce que bah, la fourche, elle plonge quand même un petit peu. Et on retrouve après, bah, pareil, les qualités d'une KTM sans les défauts, on va dire. Bon, déjà, avec la KTM d'origine, elle n'a pas énormément de défauts, il faut bien le reconnaître. Cette année, ce sont vraiment des motos qui ont passé un step et qui sont très performantes. C'est difficile de vraiment lui sortir des défauts, on va dire, parce que, bon, déjà, c'est pas ma moto, c'est pas voilà, c'est difficile de trouver des défauts sur une moto qui n'est pas la sienne. Et encore une fois, ça ne va pas vous transformer en pilote d'usine du jour au lendemain. Non, c'est juste que, voilà, c'est un outil qui est parfaitement adapté à son maître, j'allais dire, à son pilote. Et moi, alors, il y a un petit truc, ces poignées domino, elles sont petites. Donc moi j'aurais aimé avoir des poignées un petit peu plus épaisses entre les mains, entre guillemets. Ça encore une fois c'est une question de préférence. Et cette poignée qui bouge un tout petit peu là, ça fait très bizarre au début en fait. On a l'impression que Dylan a oublié de serrer et que la poignée elle tourne, pas du tout. Une fois qu'on le sait, on s'en débarrasse dans la tête et voilà, on roule comme si de rien n'était. C'est le seul truc qui m'a semblé un petit peu bizarre au début. Après, position de conduite idéale pour moi. Les leviers réglés au bon endroit pour moi. Les suspensions, je pourrais vraiment m'y faire très facilement. Le moteur,
j'achète. Donc non, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. On a une vraie arme là, on sait que c'est une moto qui est capable de all-shotter en Europe, de gagner en Europe. Et toi, qu'est-ce qu'on a pensé? Bah, moi je suis un peu fan de toute l'assistance électronique des motos justement. Bah, on en parle régulièrement dans les essais des motos neuves. Et bon bah là en fait tout est chanté en fait. Tout est focus sur la puissance. Et bah, justement j'ai fait un départ. C'est simple, cette moto c'est un avion de chasse, c'est énorme, c'est une machine dans le shot et pourtant il n'y a pas d'assistance. Bon, la moto, bah forcément elle est vraiment, elle est vraiment orientée vers le bas, hein. J'ai les deux pieds qui peuvent toucher par terre. Ouais, non bah c'est bon, tout est nickel, c'est impressionnant hein. Il faudrait que tu essayes Richard, parce que même moi qui suis une tanche au départ, putain. Il faut une assistance de 2 personnes pour mettre le kit départ, parce que vous avez vu qu'il est quand même super bas et en fait on peut démarrer gaz en grand sans se retourner, enfin faut bien charger l'avant. Parce que j'ai fait 2 départs et en fait en passant la 3, bah, tout de suite ça s'emballe et puis bon, on se lève. Mais vraiment on sent que bah, cette moto là, effectivement tu l'as dit, on peut le shotter quoi. Donc c'est impressionnant, la puissance est pas super bien au sol, mais pas que sur les départs. Sur le circuit d'ici de la Rookies Cup, bon, on est quand même beaucoup sur l'angle et en fait bah, on sent que bah, on penche et entre notre limite et la limite de la moto, bah, y a quand même un gros delta et on sait que bah, on peut forcer un peu plus. Moi qui suis d'habitude à la limite de l'équilibre et des fois il se passe des fois des choses pas cool. Bah là justement je me suis surpris à être quand même bien plus propre, bien avec ma marge du coup de sécurité. Tout ça pour une vitesse, bah, comme je disais aussi, hein, quand on passe les vitesses, parce qu'elle a une force impressionnante dans les montées de régime, vraiment à mi-régime, bah, on est vite propulsé dans le virage d'après. Bah, voilà, même avec les freins d'origine, parce que comme on l'a dit, pas de patte de départ, juste un frein wave avec des plaquettes plus, ça tient le parquet autant dans l'accélération sur l'angle que dans le freinage, quoi. Donc vraiment, on peut plus pousser partout et en forçant moins aussi sur le physique. Et c'est ça en fait qui je pense permet de tenir des manches à fond sur l'espace d'un Grand Prix. Il y a une sorte de formule magique, c'est la 3. On met la 3 et la 3 elle va encaisser en fait quand vous êtes un petit peu sous régime, on va dire, un petit coup d'embrayage, elle reprend et en plus cette 3 vous pouvez les tirer à l'infini. Donc voilà, on est loin d'être sur une 4,5 évidemment, mais ça fait un petit peu un comportement de 4,5 où voilà, si vous êtes un petit peu feignant et déjà si vous arrivez à tenir la 3 partout et voilà, au pire un petit coup d'embrayage pour ressortir, c'est vraiment efficace et impressionnant. Donc ça, j'avais oublié de le signaler tout à l'heure. Et il y a un autre truc, tu en as parlé un petit peu sur l'angle. Donc on a des pneus qui n'étaient pas forcément d'origine, hein, on va pas se mentir. Si on avait eu des pneus du commerce pour tester avec, on aurait pu s'apercevoir de la différence. Mais là j'ai eu l'impression, effectivement, comme tu le disais Antoine, que la moto sur l'angle, bah, elle n'était pas prête de décrocher en fait. Faut vraiment y aller pour qu'elle décroche. Et ça, je pense que c'est à la fois dû au châssis, mais il y a aussi une petite part des pneus et sûrement des bibs qui vont avec, qui font qu'il y a une connexion au sol qui est vraiment impressionnante. La moto elle est plantée, elle va pas d'un coup vous mettre un petit coup de raquette comme ça, non, ou alors faut vraiment pousser les limites, mais encore une fois, les limites de cette moto, elles sont loin, c'est difficile d'aller les chercher. Bon, en tout cas, on a eu un super terrain de jeu pour essayer cette moto au MC du Pays des Olonnes, qui accueille chaque année la Rookies Cup, et on remercie aussi le team VRT de nous avoir donné l'accès à ces locaux pour vous montrer comment ça fonctionnait un team d'Europe et surtout d'essayer cette moto, c'est pas donné à tout le monde, donc on vous remercie et en tout cas on vous souhaite vraiment une très belle saison. Et merci à vous. Et vous retrouverez dans le prochain magazine Motocross by MX2K 10, et oui 10 désormais, l'interview de Michael Vrignon, le propriétaire du team, Pela René, que vous connaissez tous, le team manager, et de Marc-Antoine Rossi, prêt pour nous faire une saison canon. Allez, abonnez-vous à la chaîne, à bientôt sur MX2K. Ciao.